Un accident de voiture l'a laissée paralysée. Mais en un instant, une main surnaturelle l'a soulevée et elle a été guérie de 39 infirmités physiques. À tout de suite. Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation ici avec Gary Di Stefano. Et Gary, vous êtes sujette aux accidents, mais ce qui vous est arrivé ne devrait arriver à personne. Je veux dire, vous conduisiez votre voiture et quelqu'un vous a foncé dessus. Comment s'est passé cet accident? Cela s'est passé en juillet 1983. Je m'occupais de mes propres affaires en conduisant une Toyota Corolla à travers une intersection très fréquentée dans l'État de New York City, en fait dans le Queens. Et je passais à travers un feu vert sur le point de passer en troisième vitesse, donc je roulais à environ 20 miles à l'heure et soudainement, une Cadillac m'a contourné. Elle roulait à environ 80 miles à l'heure. Quelle est la prochaine chose dont vous vous souvenez? Eh bien, je suis resté éveillé pendant tout l'épisode et elle a embarqué ma voiture et au dernier instant, quand elle a réalisé qu'elle était sur le point de me frapper, sauf qu'elle m'avait déjà frappé, elle a essayé de s'éloigner et à ce stade, elle a enfoncé ma voiture de plein fouet dans d'autres véhicules qui étaient au feu de l'autre côté de la rue. Donc ma voiture était comme ci et puis comme ça. Et je suis resté éveillé pendant tout ce temps. Cela a commencé au ralenti et lorsque la voiture s'est arrêtée, ce n'était pas exactement comme dans les films. Il n'y a pas de gens qui attendent dans les coulisses pour vous sortir et prendre soin de vous. Il était 5h20 de l'après-midi. Si vous connaissez la ville de New York, il y a beaucoup d'événements. Il y a des taxis, des bus, des trains et beaucoup de gens marchant dans la rue. Et c'était comme si le temps s'était arrêté. La voiture s'est arrêtée. J'ai réalisé que j'étais probablement morte parce que j'avais l'impression d'avoir été éventrée. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'impact, j'ai été projeté en avant et mon corps a été cassé en deux à cause du volant. Et j'étais une culturiste à l'époque. Donc j'étais très consciente de mon corps et j'ai ressenti comme si j'avais été éventré. Et j'ai baissé les yeux en m'attendant à voir du sang jaillir littéralement de l'avant de mon corps. Et lorsque j'ai baissé les yeux, je portais cette très jolie robe jaune et il n'y avait pas une goutte de sang sur la robe. Alors j'ai tout de suite pensé, eh bien, ils doivent vous nettoyer avant d'aller à l'endroit suivant, quel que soit l'endroit où se trouvait le prochain endroit. Vous croyez que vous étiez mort? Eh bien oui, je pensais que je l'étais, et de toute évidence, j'ai entendu 2 os dans mon cou, vous savez, craquer. J'ai tout ressenti sur le côté droit de mon corps, et mon bras s'est coincé parce qu'il était abaissé au quart de l'espace du travail, et lorsque la voiture s'est effondrée, mon bras s'est coincé entre le volant et le tableau de bord. Et lorsque j'ai regardé en bas, mon bras avait la taille de ma jambe. Ce doigt-là pendait, ce n'était pas joli. Maintenant, lorsque vous dites que vous pensiez que vous alliez au prochain endroit par curiosité, c'est une idée d'où? Eh bien, je ne pensais pas être une si mauvaise personne, alors j'ai pensé que j'allais au paradis. Et puis j'ai senti de la chaleur, et je levai les yeux, et il y avait du feu. Et donc j'ai pensé que je n'irais peut-être pas là où je pensais aller. Et j'ai réalisé, mais non, c'est le feu. Je suis toujours dans la voiture et personne ne vient m'aider à sortir. Alors, ce qu'était l'enfer, c'était l'enfer sur terre. Cette voiture était en feu. Oui, et vous savez, vous voulez sortir, vous pensez, vous savez que vous voyez tellement cela à la télévision, les flammes voyagent, c'est une petite voiture, c'est encore plus maintenant que quand j'y étais à l'origine, et ça va frapper le réservoir d'essence et le tout va exploser, et je vais mourir après cela. Et je ne voyais pas bien que je devais vivre la partie difficile et ensuite me faire exploser. Alors j'étais en mission pour sortir de la voiture. Et j'étais une athlète. Maintenant, pourquoi étiez-vous en mission? Pourquoi était-ce difficile de ne pas simplement ouvrir la porte et de sortir? Eh bien, le côté gauche de ma voiture était maintenant au milieu de ma voiture avec la Cadillac. Oui, ça rendait les choses difficiles. Ok, donc ce n'était même pas une possibilité. Donc, j'étais déjà à mi-chemin du côté droit. J'ai pensé que le côté droit était la voie à suivre. Alors, je me suis déplacé vers la droite, et bien sûr, avec ma clavicule cassée en deux, c'était un peu difficile à manœuvrer. Mais je suis arrivé là-bas, et je n'ai pas pu ouvrir la porte. Je n'avais pas réalisé que lorsque la voiture s'était déformée, quelles que soient les parties de la voiture, les portes ne s'ouvraient pas de ce côté de la voiture. Mais j'ai pensé, pas de problème, je vais juste sauter par-dessus le siège arrière, et je vais sortir par une autre porte.
clavicule cassée et tout. Je ne pensais pas aussi clairement, je voulais juste sortir de la voiture. Et bien sûr, dès que je me suis retourné pour franchir le siège, je n'y suis pas arrivé. J'ai réalisé que j'étais prise au piège et je ne pouvais toujours pas comprendre pourquoi personne ne venait vers moi. Et la voiture était en feu. Oui, tout l'avant de la voiture était en feu. Eh bien, l'adrénaline, c'est une chose merveilleuse qui se produit dans le corps lorsque vous êtes sous ce genre de pression. Et tout d'un coup, il y avait comme une cascade inversée et j'avais de l'énergie. J'avais l'impression que je pouvais déplacer un train. En fait, je me souviens avoir lu une histoire où une voiture avait reculé dans une allée sur des enfants et la mère est sortie en courant et a soulevé la voiture pour faire sortir ses enfants. J'ai poussé la porte et je l'ai déplacée de 4 pouces. J'ai attrapé mon corps parce qu'il pendait et je suis sorti, j'ai couru de l'autre côté et j'étais marié à l'époque à un avocat et il a été inconscient pendant tout l'accident. J'ai ouvert la porte, j'ai pu ouvrir la porte de l'extérieur et comme je l'ai dit, il était inconscient, alors je l'ai ramassé et je l'ai emmené loin de la voiture en pensant à tout moment que la voiture allait exploser. Je veux dire, dans le naturel, vous n'auriez pas pu faire quoi que ce soit. Non. Ok. Alors, vous l'avez éloigné. Maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, il est venu me voir et m'a demandé si je pouvais bien retourner chercher sa mallette parce qu'il était avocat et qu'il en avait besoin. Et je me suis dit que ça allait aller. Alors, je suis retourné à la voiture en pensant que j'y récupérerais mon portefeuille, mais je n'ai pas pu l'attraper parce qu'il était sur la banquette arrière. J'ai pris sa petite serviette et j'ai senti que tout commençait à s'effondrer dans mon corps. En fait, l'adrénaline commençait à diminuer, j'avais besoin de m'allonger. Je sentais juste que j'avais besoin de m'allonger. Il y avait beaucoup de verre. Le verre était partout dans la rue et j'étais toujours consciente que personne n'était venu à mon secours. Tous étaient arrêtés. Les gens regardaient, mais personne ne venait vers moi. Donc, je ne peux qu'imaginer que je devais me déplacer à grande vitesse parce que dans mon esprit, c'était pour toujours. J'ai pris sa serviette et je suis allé sur le trottoir et j'ai réparé ma robe et je me suis allongé. Vous avez eu assez de présence d'esprit? J'ai pensé, vous savez, juste avoir l'air sympa et juste poser la mallette et juste analyser ce que j'allais faire ensuite. Et c'était la première fois dans ma vie que j'ai réalisé que je n'avais pas le contrôle et que je n'allais nulle part. Eh bien, vous savez quoi? La vérité est que même si vous êtes en contrôle, vous n'êtes vraiment pas en contrôle. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Accrochez-vous là. Nous revenons tout de suite et je vous expliquerai. Ne vous en allez pas. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec Gary DiStefano. Elle vient de s'occuper de ses propres affaires et une voiture la percute. Tout d'un coup, la voiture est en feu, tout est défoncé, elle ne peut pas sortir. Elle sort enfin et l'ambulance arrive, vous emmène à l'hôpital. Qu'est-il arrivé? J'étais au centre de traumatologie pendant 36 heures. Ils étaient sûrs que j'allais avoir une crise cardiaque. Ils ont fait 3 ECG. Nous avons déterminé dans les 10 heures suivantes que j'avais eu toute la fenêtre de mon côté de la voiture dans mon dos. Il a donc fallu environ 10 heures pour retirer tout le verre de mon dos. Et après les 36 heures où ils sont devenus convaincus que je n'allais pas avoir de crise cardiaque, ils m'ont juste mis sur un sol ordinaire avec un cou cassé, toutes mes côtes cassées, une clavicule cassée, le bras droit inutile, tout accroché au bras gauche, et ils ont envoyé le premier repas qui était du poulet sur un os. C'était très excitant et j'ai réalisé que je n'étais pas sûr dans cet hôpital. Il y avait une équipe de médecins, tous les chefs de différents services, tout le monde se demandait qui était le plus important. Un gars venait et me mettait quelque chose. Le suivant entrait et disait « Qui a mis cela sur vous ?»« Vous êtes les médecins, je suis le patient. L'un de vous le découvre. » Après 5 jours de folie complète à prendre des radiographies du mauvais côté de mon corps, mauvais médicaments, mauvais tout, je suis sorti de l'hôpital. C'était vraiment le week-end. J'ai dû attendre 2 jours de plus et j'ai finalement trouvé un chirurgien orthopédiste qui m'a examiné, qui a pris quelques radiographies et m'a posé une attelle claviculaire. Et fondamentalement, c'était la première lueur d'espoir que je puisse même avoir un semblant de corps normal.
car à ce stade, après une semaine, mon épaule s'était complètement effondrée à l'intérieur de mon corps, et toute cette moitié de mon corps, fondamentalement, n'existait pas. Il venait juste de s'effondrer. Et votre corps était très important pour vous, vous étiez une culturiste. J'étais culturiste et j'avais passé l'année précédente à préparer un concours qui devait avoir lieu 2 semaines après cet accident. Et j'étais censé faire très bien dans cette compétition. Et j'étais tellement dévasté que mon corps disparaissait juste devant mes yeux et que je ne pouvais rien faire. En plus de la musculation, je jouais au tennis. Je faisais du patin à roulettes, du vélo. J'étais un athlète et j'étais très en colère que quelqu'un m'ait fait cela. Et il me semblait que je n'aurais plus jamais, vous savez, un corps normal. C'est quoi tout cet attirail ici? Eh bien, ce ne sont que quelques-unes des choses que j'ai dû endurer pendant la convalescence. Quand votre cou est cassé pour la première fois, il est très enflé, et donc il y a un collier plus épais. Et puis, au fur et à mesure que le gonflement diminue, il s'amincisse. Et c'était le dernier, si je me souviens bien. J'ai eu une attelle claviculaire pendant la majeure partie de la première année. Puis après cela, j'ai eu une attelle dorsale. Puis j'avais des barres d'acier tout le long. Il y a 4 barres d'acier et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas vraiment une personne énorme. Et cette chose était assez inconfortable. Et j'ai été à l'horizontale pendant presque 2 ans. Ça a l'air affreux parce que vous étiez une personne active, d'après ce que vous me dites. Oui, c'était déprimant, juste démoralisant, c'était humiliant. Je ne pouvais rien faire par moi-même. Je ne pouvais pas sortir du lit toute seule. Je ne pouvais pas me doucher. Je ne pouvais rien faire par moi-même. Et j'ai juste une volonté assez forte et j'ai déterminé que d'une manière ou d'une autre, j'allais sortir de ce lit. Et finalement, après environ 2 ans, j'ai pu me lever. Et à ce moment-là, nous avons découvert que j'avais perdu tout le cartilage des 2 genoux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu difficile de marcher ou de faire des pas ou de faire quoi que ce soit sans cartilage. Oh, bien sûr. Ok, très bien, je connais la canne, je sais à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est cela? Eh bien, quand nous avons découvert que je n'avais plus de cartilage, les médecins ont décidé de me mettre dans un fauteuil roulant. Et j'étais au lit depuis 2 ans. Il n'y avait tout simplement aucun moyen que je monte dans un fauteuil roulant. Alors ils m'ont équipé avec des accolades. Vous pouvez sentir le poids, c'est lourd. Donc, ce que je devais faire, c'est que je devais faire sauter mes rotules par l'avant de mon pied, de ma jambe pour que je puisse les enfiler. Et ils ont de belles charnières, donc ça vous aide. Ok, donc vous avez tout cet attirail. À ce stade, vous aviez divorcé et vous décidez, je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de soleil et de plaisir. Je vais aller en Floride. Alors elle s'allonge sur la plage, elle ne veut pas marcher, personne ne le sait parce qu'elle est juste allongée là, et un beau mec dit « Allons dans l'eau ». Et vous lui avez dit quoi? J'ai dit « Non merci, je fais juste du sable, je fais du soleil, je ne vais pas dans l'eau » parce qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse aller à l'eau. J'avais mis tout cela dans un sac. Donc il s'avère être un masseur, il commence à vous faire un massage à bas prix. Pourquoi a-t-il fait des massages à bas prix? C'est son ministère. Vraiment? Oui. Mais je comprends que vous avez plus que cela, a-t-il dit pendant qu'il vous massait. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Tout sur Jésus. Tout sur Jésus. Tout ce que vous ne vouliez pas savoir. Et surtout, que vous vous en fichiez. Il ne s'est tout simplement pas arrêté. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ça? Eh bien, je suis juif et je ne pensais vraiment pas que j'étais censé entendre tout cela. Et cela n'avait rien à voir avec ma vie. Alors pourquoi n'arrêtiez-vous pas de revenir vers lui? Eh bien, il était un très bon massothérapeute et j'allais dormir, pensant qu'il s'arrêterait de parler et que je dormirais. Et je me réveillais et il était toujours là en train de discuter. Donc c'était encore raté. Vous retournez à New York et tout d'un coup quelque chose vous frappe dans votre maison ou votre appartement. Qu'est-ce qui vous a frappé? Eh bien, ce qui s'est réellement passé, c'est que je venais d'emménager dans un appartement et je me penchais pour ramasser une boîte. Évidemment, quand vous n'êtes pas en bonne forme pour commencer, il n'y a pas vraiment de bonne façon de se plier. Et j'ai ramassé cette boîte et j'ai fait une hernie discale qui a implosé vers l'intérieur, paralysant mon nerf sciatique. C'était juste ce que vous aviez besoin. Pourquoi pas? J'avais le côté gauche, donc maintenant j'ai le côté droit. C'est un gâchis. Le côté gauche m'a essentiellement laissé comme victime d'un AVC. Je ne pouvais pas utiliser ce bras. La jambe, mon œil, tout sur le côté gauche de mon corps a été détruit. Maintenant, vous étiez dans cet état pendant, qu'est-ce que c'était, quelques semaines jusqu'à ce que vos parents arrivent? Oui, j'étais dans et hors conscience pendant environ 2 semaines. Je venais d'emménager dans cet appartement, je n'avais pas encore de téléphone. Par vous-même?
par moi-même. Ça a dû être horrible. C'était horrible, c'était effrayant. Je me souviens avoir coupé tous mes cheveux parce qu'ils étaient devenus si emmêlés et noués à cause du délire dans lequel j'étais. Je ne me souviens pas avoir mangé. Je ne me souviens pas de grand-chose à part me réveiller périodiquement et me demander où j'étais et pourquoi personne ne me cherchait. Et je ne pouvais pas bouger. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour moi de bouger. Alors vos parents sont entrés, ils vous ont trouvé. Oui. Ils vous ont un peu réhabilité, non? Non. Non? Non. Pourquoi? Ils ont déterminé que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale. Et j'ai déterminé que la théorie que j'avais développée lors de ma première hospitalisation était que la raison pour laquelle ils étaient appelés à pratiquer la médecine, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils appelaient cela faire de la médecine. Et j'ai pensé que c'était mon don. Je ne vais prendre aucun risque. J'ai au moins la moitié d'un côté qui fonctionne. Donc, nous n'allons pas faire cela. Je n'allais tout simplement pas avoir d'opération. Et comme je ne pouvais plus prendre soin de moi, nous avons pris la décision familiale que j'allais retourner en Floride avec eux et qu'ils allaient prendre soin de moi. Et je ferais juste une étape à la fois, certainement pas la chirurgie. Cela n'a jamais été une option pour moi. Nous revenons tout de suite après cela. Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation, ici avec Gary DiStefano. Et cette femme, je veux dire, vous étiez presque comme une victime d'AVC. Dites-moi ce qui n'allait pas avec votre corps. Ok, du cou jusqu'aux 2 os du cou me donnait une douleur incroyable parce que vous êtes censé avoir une courbe dans votre cou. Avec la façon dont les os guérissaient, ils guérissaient tout droit. Donc, il y avait une pression constante. La clavicule s'est réunie. Cela a pris des mois et des mois pour qu'elle se réunisse, mais mon épaule guérie était inclinée vers le bas. Les côtes se sont réunies, ces 2 doigts n'ont jamais récupéré. Ils avaient un nerf avec des dommages permanents. Le cartilage de mes 2 genoux avait disparu. Je ne pouvais donc pas marcher sans canne. Après l'hernie discale, ce côté était fondamentalement inutile. C'était comme si cela ne se passait pas du côté gauche. J'ai eu une bursite et de l'arthrite dans chaque articulation. Ok, alors vous quittez New York, vous venez en Floride, vous allez en Floride, vous allez me faire déprimer. Je suis désolé. Et vous êtes arrivé en Floride, que s'est-il passé ensuite? Je suis arrivé en Floride et j'ai rencontré une autre personne que Dieu a mis sur mon chemin. Son nom était Peter. Il était bijoutier. Et il m'a convaincu qu'il avait de merveilleux bijoux à me montrer. Et vous savez, le chemin vers le cœur d'une fille, c'est les bijoux. Et donc je l'ai suivi jusqu'à sa place. Et il m'a laissé debout au milieu de cette pièce. J'ai remarqué que vous ne pouviez pas voir la couleur du tapis à cause de la quantité de choses qui se trouvaient sur le sol. Et c'était tout des trucs de Jésus. C'était des affiches, des cassettes, des bibles. Et j'étais juste un peu contrarié, pour le moins, parce que je pensais qu'il m'avait piégé comme l'autre 8 ans auparavant. Il est sorti avec les bijoux. Je n'étais pas intéressé à ce stade. Je voulais juste sortir, vous savez, de sa présence. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai eu cet autre maniaque qui m'a parlé pendant 8 ans. Je ne m'intéresse pas à Jésus, je suis juif, je souffre beaucoup et je m'en vais. Et alors que je boitais vers la porte pour sortir de là, il m'est venu à l'esprit que je n'avais pas assez d'informations pour être aussi en colère. C'est une pensée incroyable. Eh bien, je suis allé à l'université, donc j'ai pensé. C'est toujours une pensée étonnante. Alors, qu'avez-vous fait? Je lui ai demandé ce qu'il avait lu et mon plan était que je le lirais et lui expliquerais où il s'est égaré parce que je suis convaincu qu'ils sont tous fous. Et donc il m'a remis une Bible et c'était une Bible très basique, pas d'écriture spéciale, pas de concordance ou aucune. Vous savez, une information spéciale, c'était juste de la Genèse à l'Apocalypse, 948 pages. J'ai pensé que je le lirais comme un roman et que je serais de retour chez lui dans une semaine. Une semaine? Une semaine. J'ai lu beaucoup de livres alors que j'étais infirme. Alors vous savez, vous êtes resté allongé au lit pendant 2 ans, vous lisez beaucoup, et donc 948 pages, c'était comme une semaine de lecture. Eh bien, je lisais, et c'était intéressant, mais cela ne faisait rien pour ma douleur. Et puis une nuit, Peter m'a invité. Après m'avoir dit qu'il n'allait pas sortir avec moi maintenant,
Il m'invite à un rendez-vous. C'était une ruse pour m'amener à cette église. J'ai dit, « Église? Je suis juif. Je ne vais même pas au temple. Pourquoi irais-je jamais dans une église ?» Il a dit, « C'est un rendez-vous. » Alors j'étais désespéré et je suis allé. Et quand nous nous sommes arrêtés dans ce bâtiment, j'ai vu des centaines de personnes littéralement aspirées dans le côté du bâtiment. J'étais sûr que c'était un culte. Je pensais qu'il y avait une sorte de rayon tracteur allumé sur le côté du bâtiment, et si vous vous approchez du bâtiment, ils vont vous faire entrer. Je n'allais pas me garer sur le parking, alors nous nous sommes garés dehors, et je suis entré en boitant. Et il y avait de très jeunes là-bas, des quantités énormes de gens. Tout le monde avait beaucoup de cheveux. J'ai de très grands cheveux dans cette église. Et ils m'ont fait asseoir à côté d'un gars qui avait de longs cheveux blonds. Il était penché, il avait cette veste en jean, et à l'arrière de la veste en jean se trouvait la plus grande étoile juive. Ça devait être à peu près aussi gros que des 6 points. Il y avait des croix roses séquentielles, et puis Jésus écrit en séquence rose sur tout le milieu. C'était tout pour moi. Je pensais que j'allais juste perdre la tête. Je voulais sortir, et je ne pouvais pas me lever. C'était comme si mon corps était devenu comme du plomb. Je ne pouvais pas me lever du siège. Alors j'ai juste commencé à pleurer. Étaient-ce vos infirmités physiques qui faisaient cela? Non, non, je ne sais pas ce que c'était exactement. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose était assis sur moi. Et je n'ai pas entendu la musique. Je n'ai pas entendu le message. Je voulais tellement sortir de cet endroit, vous n'avez aucune idée. Enfin, tout s'est terminé, nous sommes sortis et j'ai juste dit à Peter, « Ne m'emmène plus jamais dans cet endroit. » J'avais juste l'impression que je ne devais pas être dans un endroit comme celui-là. Pendant ce temps, j'allais de pire en pire et de pire en pire et je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas évidemment marcher. Vous vouliez même vous suicider. C'était le plan. Ok, qu'est-il arrivé? Eh bien, j'ai fait donc un plan pour me suicider. J'ai choisi la date et j'avais sorti mon arme et je disais au revoir aux gens dans ma tête et j'ai réalisé que de la manière dont les choses allaient dans ma vie, si je me tirais une balle, je me manquerais probablement et je serais toujours là, et en pire que je ne l'étais déjà. Et j'ai donc décidé de prier. Et je ne pouvais pas dire la prière que tout le monde essayait de me faire dire, cette fameuse prière du salut, parce que je ne croyais tout simplement pas à tous les mots, et j'ai pensé que si Jésus est vraiment Dieu, il saura que je mens, et ce n'est pas un bon moyen de m'attirer sa bonne grâce. Je suis d'accord. Alors ils m'ont dit qu'il était miséricordieux, et donc ma prière était essentiellement qu'il me tue. Mes vrais mots étaient « Jésus ». Vite, que s'est-il passé? Si tu es vraiment Dieu, alors tu sais ce que je vais faire. Et tu le fais, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Amen. Une main a pris mon épaule, m'a soulevé directement du sol et s'est poussée à traverser mon corps et tout est sorti. Et j'étais debout. Je ne sais pas comment je m'étais levé. Je testais mes genoux. Je sautais dans la pièce, me pinçant, et votre cartilage qui manquait. Il était là. Et d'où vient-il? Le grand médecin. Vous croyez vraiment? Je n'avais pas le choix. De combien de maladies avez-vous été guéri? 39. Cela m'a pris 2 semaines. Je n'ai pas le choix. Et je vous dis la même chose. Que vous soyez malade ou non, vous êtes malade si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. La seule chose qui vaut la peine de vivre, c'est l'intimité avec Dieu. Le seul moyen est de dire à Dieu que vous êtes désolé de l'avoir offensé. Croyez que le sang de Jésus lave vos péchés. Et tout comme Gary a prié, juste une prière honnête, « Aide-moi Jésus », ces 2 mots, vous pouvez le faire. Parce que je vous dis qu'il n'y a rien d'autre qui vous apportera la paix. C'est la paix de Dieu qui coule à travers ce téléviseur jusqu'en vous. C'est Dieu. Je vous le dis, c'est Dieu. Si bon, il est si bon. Gary, il est si bon. Tout le temps. He's so good. Gary, he's so good. All the time.